Alors, toujours à la suite, on est toujours dans le petit 2, l'échec du projet républicain. On a un point de passage, on est dans la page 91 sur Louis-Napoléon Bonaparte, donc qui est le premier président de la République. Alors, ce que nous montrent les documents 1 et 2, c'est que Louis-Napoléon Bonaparte a des idées politiques qui sont très hétérogènes. Il est d'une part influencé par le socialisme utopique. En 1844, il avait rédigé un ouvrage qui avait été remarqué, qui s'appelle « L'extinction du paupérisme ». L'extinction du paupérisme, vous pouvez retrouver le titre sur Internet, et qui est de toute façon dans votre document 1, qui lui apporte le soutien d'une partie du monde ouvrier. Pourquoi est-ce qu'il rédige cet ouvrage donc qui supporte, qui soutient les ouvriers? Parce que avant de devenir président de la République et avant cette seconde République, Louis-Napoléon Bonaparte passe de très nombreuses années en Angleterre, où la révolution industrielle est à un stade beaucoup plus avancé qu'elle ne l'est en France, et où les ouvriers, Louis-Napoléon Bonaparte, observent leurs conditions de travail et de vie qui sont absolument exécrables. À ce moment-là, on voit qu'il se montre aussi assez proche du peuple, voire qu'il soutient même le suffrage universel. Et en tant qu'ancien Carbonaro, je vous rappelle, hein, on avait vu ça plus tôt à l'automne, le mouvement des nationalismes et des nationalités en Italie, le mouvement des Carbonari, eh bien Louis-Napoléon Bonaparte avait été membre des Carbonari et donc dans le principe, ça aussi on le reverra, il soutenait le principe des nationalités et notamment le principe des nationalités en Italie. Mais en même temps, Louis-Napoléon Bonaparte, c'est le neveu de Napoléon Bonaparte. Son oncle jouit encore d'une aura et d'une gloire extrêmement importante et il a été élevé dans la gloire de son oncle qu'il admire et du régime impérial qu'il souhaite restaurer. Donc on a une personnalité qui a des idées qui vont un petit peu dans tous les sens, qui peuvent sembler contradictoires, et une compréhension des enjeux autour du monde ouvrier et des difficultés qui sont rencontrées, et en même temps quelqu'un qui a grandi dans le mythe de son oncle, dans le mythe de l'Empire, et qui est partisan d'un pouvoir fort de celui qui dirige le pays. C'est pour ça qu'il est partisan du Parti de l'Ordre et qu'il en est le candidat au moment des élections présidentielles. Donc lui, il veut bien une république si elle est conservatrice et il se méfie du pouvoir législatif qu'il veut à tout prix affaiblir. Alors, Louis-Napoléon Bonaparte gagne les élections et la deuxième question sur François Guizot, un homme politique français, et Karl Marx, qui est ce grand penseur, le père de la pensée communiste à l'époque. Alors, Guizot, lui, estime que si Louis-Napoléon Bonaparte gagne les présidentielles, c'est parce qu'il a fait la synthèse entre son héritage familial. Il est l'héritier d'une grande gloire nationale, d'un Napoléon qui était aussi le garant de certains principes révolutionnaires comme le droit de propriété, mais aussi qu'il est l'héritier chez son oncle du principe d'autorité. Napoléon garantissait cette autorité. Pour Guizot, les Français recherche cette autorité et son neveu Louis-Napoléon représente, donc donne un gage d'autorité. Selon Karl Marx, sa victoire est due à son soutien, au fait qu'il a été soutenu par le monde paysan qui s'insurge contre les impôts, contre la République, contre les riches, et donc qui sont partisans d'une République conservatrice. Il serait donc, aux yeux de Karl Marx, le président des campagnes. Alors, Louis-Napoléon Bonaparte devient président en décembre 1848 et il est en tension tout de suite avec l'Assemblée nationale. C'est cohérent puisqu'il se méfie de l'Assemblée nationale et qu'il cherche à réduire ses pouvoirs. Cette Assemblée nationale, elle est donc dominée par les conservateurs du Parti de l'Ordre et en mai, le 31 mai 1850, cette assemblée va restreindre le suffrage universel
En adoptant de nouveaux articles de loi, eh bien, ces nouvelles dispositions législatives vont priver 3 millions de Français du droit de suffrage. Alors, on avait vu qu'énormément, du coup, avec le suffrage universel en février 1848, beaucoup de Français avaient basculé dans le droit de vote. Mais avec ces nouvelles mesures, eh bien, hop, exit 3 millions de Français. De plus, les tensions avec l'Assemblée nationale, elles sont importantes parce que Louis-Napoléon veut réformer la Constitution, déjà. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous avons dit plus tôt. La Constitution, elle dit qu'un président de la République ne peut pas être élu pour un deuxième mandat. Et ça, Louis-Napoléon, ça lui pose énormément de problèmes. Et donc, il essaye de pousser l'Assemblée pour réformer la Constitution afin d'intégrer un changement, à savoir la possibilité de faire un deuxième mandat. À ce moment-là, les députés refusent, même s'ils sont en grande partie quand même plutôt conservateurs, et de son point de vue, il n'a pas d'autre choix que de faire un coup d'État, et c'est ce qu'il fait le 2 décembre 1851. Alors le 2 décembre, c'est une date symbolique, puisque c'est le 2 décembre, c'est un 2 décembre que son oncle Napoléon est devenu empereur. Et donc, à titre symbolique, Louis-Napoléon, du coup, fait un coup d'État et il proclame, du coup, le Second Empire. Voilà, on reprendra ensemble donc le Grand 2, le Second Empire. Donc, regardez attentivement ces deux vidéos. Prenez les notes sur ces deux vidéos. Je reprendrai rapidement en cours pour voir si vous avez bien compris. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions. Mais je considérerai que tout ça doit être fait. Je vous rappelle que pour la prochaine fois, vous devez répondre aux questions relatives au Grand 2 dans votre polycopier, donc relatives au Second Empire. Donc préparez ça attentivement et je vous dis à la prochaine.